Sécure, épisode spécial. Je suis Courrier de Davy. Comment vas-tu? Bonjour, merci, ça va très bien. Et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va commencer à aborder un sujet AI un peu plus intéressant. Peut-être une amorce sur plusieurs choses, mais on va aborder le très vaste sujet responsabilité de l'IA, qui est largement débattu, sur lequel on parle beaucoup dans l'espace public, souvent avec des mauvaises explications. Et on va aborder un peu ces différents éléments-là, puis au pire, on creusera dans des épisodes successants pour justement aller dans certains éléments. Fait que je vais te laisser amorcer avec ça. Merci. Oui, effectivement, on va... c'est les sujets à la mode. Oui, c'est ce qu'on se disait en off. Faudra un peu traiter dessus. Moi, je sais que j'y étais venu à l'IA avec un peu de difficulté. J'avais l'impression que la marche était forcée. Mais force est de constater qu'effectivement, on a beaucoup de clients qui nous en parlent. Et à un moment donné, nous aussi, il faut qu'on soit crédible. Et donc, pour être crédible sur ce sujet, il faut qu'on regarde comment ça marche, pourquoi on l'utilise et surtout pourquoi on l'utilise pas. Comment on fait bien et comment on fait mal. Et donc, il y a toute une partie dans l'IA et l'IA générative que les clients ont tendance à ignorer, à oublier. Alors, oublier, ça c'est pour ceux qui sauraient déjà, qui veulent pas y penser, mais ignorer, c'est plus souvent le cas. C'est l'effet un peu de nouveauté, nouveau jouet, où on a tendance à pas regarder comment ça fonctionne réellement et comment on l'intègre. Et donc, comme tu l'as dit, c'est le champ de la responsabilité. Parce que qui dit utiliser une IA dit des grandes responsabilités, comme disait Peter Parker. À toute grande IA est liée à une grande responsabilité, puisqu'il y a un grand pouvoir derrière. Donc l'idée de l'IA, c'est quand même... alors, je vais surtout moi parler de l'IA générative, parce que c'est peut-être le use case le plus commun, c'est le point d'entrée de beaucoup de clients. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients qui ne font pas la différence entre une IA et une IA générative. Alors pour ceux ou celles qui nous écoutent, la différence, une IA, c'est toute application qui reformerait comme une activité humaine qu'on aurait codée pour faire quelque chose de spécifique, quelque chose de plus ou moins simple ou complexe. Ça, c'est tout le champ des IA. Si vous avez eu, par exemple, des jeux d'échecs électroniques dans les années 90, comme c'était le cas moi j'avais quand j'étais enfant, voilà, ça c'est déjà une intelligence artificielle. Et l'IA générative, c'est un sous-segment du machine learning qui est lui-même un sous-segment ensuite du deep learning, où on a un service d'IA qui est déjà fait par quelqu'un d'autre, qui a été déjà entraîné massivement sur, par exemple, de la lecture de texte, du résumé de texte, de la fabrication d'images, de sons, de vidéos, de codes, des questions-réponses, des chatbots. Tout ça, c'est le champ des IA génératives. Et c'est ce qu'on a le plus aujourd'hui, des clients qui viennent nous voir en disant ça a l'air sympa, ça génère du texte tout de suite, ça nous fait des trucs que nous, on fait difficilement dans l'entreprise, on trouve ça utile. À défaut d'être révolutionnaire, puisqu'il y a plein de clients qui sont finalement assez relativement raisonnables sur ce qu'ils veulent faire avec l'IA. Ils sentent qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que ce sont des outils intéressants, ce sont des outils pratiques quand ils sont connus comme des outils d'assistance pour systématiser des choses très répétitives sur des grosses volumétries avec de la personnalisation un peu dedans. Mais faut rester en bordure, faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas des outils neutres, c'est-à-dire que quand on les intègre chez soi, c'est pas juste un petit plugin dans un serveur web qui fait 3 boutons en plus. Il y a tout un sujet sur d'où vient l'information qui est utilisée dans l'IA, comment est fabriqué le modèle, comme par quel algorithme on a appris, puis ensuite, quel modèle on fait consommer aux autres, qu'est-ce qu'on leur laisse faire avec, et quel est le résultat et la satisfaction qu'on a de ce résultat avec tous les risques qu'il y a à tous les endroits. Et donc, on a toutes les problématiques autour de la donnée d'origine, du biais, du mauvais apprentissage, du mauvais requêtage. Attention spoiler, on va revenir très bientôt avec un sujet sur le prompt engineering, rien que pour lui. Et on verra ensuite donc tous les effets négatifs de l'IA entre les données erronées, les hallucinations, les données non ajustées, le fait qu'on ait des problématiques d'homogénéité des résultats, et puis peut-être des fois de manque de précision dans des domaines spécifiques. Tout ça, ça fait partie des risques de l'IA. Donc, vouloir prendre une IA générative pour faire des trucs répétitifs et simples, pourquoi pas? Oui. Faut-il encore comprendre toutes les règles du jeu? On va parler de ça, finalement, des règles du jeu qu'il y a à prendre en compte avant de se lancer dedans. C'est un peu comme si, demain, vous voulez acheter une nouvelle voiture, vous avez jamais conduit de votre vie. Quand on est jeune conducteur ou jeune conductrice, faut qu'on comprenne aussi qu'une voiture, c'est pas juste les mouvements du volant et des roues à faire pour se mettre sur un parking. C'est aussi toutes les règles de conduite sur la route. Il y a un code. Quand vous passez le permis de conduire, il y a un code de la route, et ensuite il y a à conduire le véhicule en respectant ce code de la route. Avec toutes les IA génératives aujourd'hui, je suis même surpris, il devrait y avoir un code
de l'usage des IA génératives. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de clients qui prennent des IA génératives et sont tentés d'aller prendre comme s'ils prenaient un véhicule sans connaître du tout les règles de fonctionnement. Oui, absolument. Puis ça, je le vois énormément, l'incompréhension assez forte d'ailleurs du fonctionnement des AI génératives. Puis d'ailleurs, ce volet-là, c'est le T de chat de GPT, c'est le T qui amène ce volet-là très spécifique à l'IA générative, au langage, au large langage le modèle de large, en tout cas, bref, LLM. J'essaie de faire une traduction dans ma tête, ça a juste comme merdé en le faire à la volée. Ça change beaucoup, puis les gens comprennent pas, et l'entraînement de ces modèles-là, donc la façon que le réseau neuronal est créé a de l'influence, et c'est ça l'entraînement du modèle, et comment celui-ci va changer, ce que tu mentionnes comme le biais, tous ces éléments-là, même les hallucinations aussi sont dans cette portée-là. Sont créés par la façon que le modèle est entraîné, la façon qu'ils ont décidé, puis ça peut être aussi bête que dans l'ordre dans lequel les informations sont ingérées par le modèle va influencer comment la réponse va se faire. C'est pas le prompt engineering, on va en revenir plus profondément, mais juste l'ordre des mots qu'on utilise dans le prompt engineering, le prompt qu'on fait va influencer la réponse qu'on va obtenir. Donc, il y a tellement de choses là-dessus, puis les gens a priori, ne connaissent pas tant que ça le fonctionnement de ça, au sens large, comme tu mentionnes. Mais même ceux qui travaillent dans le domaine de façon sérieuse, donc les data scientists, sont pas toujours capables de comprendre ce qu'il y en a en arrière. On est juste capable de déduire ce qui sort de la machine sans comprendre ce que la machine fait elle-même aussi. Là. Oui. Souvent, je dis pour plaisanter, quand les clients en parlent ou en formation, une IA n'est aussi intelligente que la donnée qu'on lui a donnée à apprendre et que les questions qu'on lui pose. À partir de là, si la donnée est... Alors d'abord, une IA sans données d'origine ne sert à rien. Il n'y a rien à faire puisqu'elle n'a appris rien. Et ensuite, effectivement, il y a toute la logique, on verra avec le prompt engineering, où il y a toute la logique de qu'est-ce qu'on lui demande de faire. Si vous lui demandez d'écrire un bouquin sur les dragons sans préciser qui que ce soit, ben vous allez retrouver avec 25 000 pages de tonnes de niaiseries sur le son des dragons. Il y a tout un champ de si je sais pas quoi lui faire, il est probable qu'elle ne sache pas quoi me donner non plus. Et d'ailleurs, au passage, on rappelle que c'est pas pour être négatif avec l'IA, mais l'IA n'est pas intelligente en soi, puisqu'une IA ne comprend absolument pas. D'ailleurs, si vous regardez les interventions, par exemple, de Yann Lequin, qui travaille chez Google aujourd'hui, il le dit, l'IA générative qu'on l'a aujourd'hui, en fait, elle ne survivra pas sur ce modèle-là, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on lui donne de plus en plus à manger qu'elle sera de plus en plus intelligente. Aujourd'hui, il lui manque le recul pour comprendre quand elle a une question qui ne fait pas sens. Aujourd'hui, elle s'entête à vous répondre. Ça, c'est le premier aspect souvent qu'on découvre. C'est ce qu'on appelle les hallucinations d'IA, c'est bien connu. C'est-à-dire qu'une IA, ne sachant pas dire ta question n'a pas de sens, elle s'entête via les mots qui composent la question à trouver la suite statistique logique la plus probable. C'est un système qu'on appelle de proximité. Enfin, alors, je vais pas rentrer dans l'explication des bases vectorielles, mais c'est un peu comme si vous aviez une représentation d'un mot dans un espace en 3 dimensions, et il va aller chercher les mots qui correspondent autour de cet espace en 3 dimensions pour aller chercher les probabilités les plus importantes, que ce soit tel ou tel mot qui soit choisi pour la suite logique de la réponse. Et donc l'IA n'interprète pas la question, elle interprète juste l'ordonnancement des mots et la séquence qu'elle s'est habituée à apprendre de réponses qu'elle pourrait prendre. Et d'ailleurs, on peut même potentiellement, quand on n'est pas satisfait d'une IA, lui apprendre des réponses toutes préfaites. Ça peut se faire dans le prompt. C'est ce qu'on appelle du one shot ou du few shots, où on peut lui donner des exemples carrément de ce qu'on voudrait, où on peut lui donner des knowledge base, c'est-à-dire des listes de questions-réponses déjà toutes préfaites à l'emploi, dans lesquelles on va lui dire, inspire-toi aussi de cette deuxième base de connaissances pour lui permettre de l'affiner et éviter qu'elle aille inventer des réponses. Et il y a même dans les outils d'IA générative, aujourd'hui, on a même des paramètres, des réglettes, des valeurs. Alors, je vais pas donner les noms ici parce que les gens vont être perdus entre le top P, top K, la température. On va pas comprendre, on va pas aller jusqu'à ce niveau-là, mais pour ceux qui s'intéressent, ce sont des notions où on peut rendre l'IA plus ou moins inventive et créative selon le niveau. Est-ce qu'on est très très strict et tu te lis exactement ce que je viens de te dire, ou est-ce que tu laisses de la liberté pour aller chercher autour des valeurs? Attention,
l'expansion autour peut donner des choses très créatives pour de la littérature, pour quelque chose qui est censé ressembler à un être humain qui est très créatif, qui écrirait des centaines de pages avec des styles bien particuliers, ça peut être intéressant. Et pour de la documentation purement technique ou des choses vraiment très 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 précises, cette créativité peut se retourner à l'inverse et faire des résultats qui n'ont pas de sens. Oui, puis quand tu parlais d'hallucination puis de tout, parce qu'on revient toujours au fait que c'est un modèle statistique, puis pas que les AI répondent n'importe quoi. Les AI répond avec prend l'information qui rentre et statistiquement sort ce qui est le plus probable à la sortie. Donc, va donner une hallucination ou une réponse sur quelque chose qu'il comprend pas, parce qu'il comprend pas dans les faits. Là. C'est un peu ça. Puis c'est un peu le volet d'anthropomorphisme qui est associé dans la tête de bien des gens, à quel point ça donne l'impression donc ça vient nous tromper en termes de perception sur le réel, parce que les gens, avec le temps, pensent que c'est intelligent ou ils pensent que c'est aussi véridique que Google, par exemple, comme une recherche Google, comme contenu ou ce genre de choses-là. Car dans les faits, c'est juste une sortie de mots qui en est faite selon statistiquement, puis j'aime bien la façon dont tu le reprends. C'est comme un nuage de mots, puis il prend les mots qui sont les plus proches du point dans lequel tu es, puis il va composer une réponse à partir de ce nuage-là qui est constant, ou ce qu'on appelle des tokens, essentiellement, au niveau du AI qui descend comme ça. Et c'est là où la compréhension des gens est pas tout à fait au bon niveau pour savoir quoi faire avec ça. Puis ce qui amène de l'hallucination, en termes créatifs, c'est utile. En termes techniques, c'est pas utile. Ou en termes dans certains secteurs où tu veux pas avoir de créativité. On l'a vu, certains avocats ont été face à la créativité du AI. Il y a eu un article au moment où on enregistre très récemment dans le Chicago Sun, je crois, où ils ont donné une liste de livres de suggestions de lecture pour l'été sur lesquels les livres n'existaient pas. Et seulement, c'est un cas où la fainéantise a été poussée à l'extrême, où on utilise ce genre de choses-là, même pas de vérification. Donc, le AI va répondre, mais pas de façon factuelle, il va juste répondre avec son nuage de mots. Et si le nuage de mots, il est exact, on a une bonne chance. S'il est inexact, parce qu'il est selon la façon qu'il est entraîné, ben, ça nous mène un peu ailleurs. Et plus on utilise des IA génératives, donc des outils, je dirais par facilité, qui ont été faits par d'autres, moins on a de contrôle sur le nuage de mots qu'ils ont appris, comme tu dis. Et donc, plus on a cette facilité... On revient sur un sujet qui vient souvent dans nos discussions, c'est que à un moment donné, des fois, pour avoir quelque chose, faut faire l'effort, c'est tout, il n'y a pas le choix. Il y en a beaucoup de clients aujourd'hui qui vont chercher dans tel ou tel métier des outils pour faciliter les choses. Parce qu'à un moment donné, il faut faire l'effort de comprendre comment c'est fait et pas s'appuyer dessus comme si c'était merveilleux, magique et à 100% fiable. Donc, il y a la notion d'hallucination et il y a la notion de véracité à vérifier systématiquement. D'abord parce que effectivement l'IA peut inventer une réponse parce qu'elle n'en a pas d'autre et en fait elle va aller fabriquer un truc qui correspond pas. Soit parce que ce qu'on lui a fait apprendre n'est que partiel et donc elle ne peut pas avoir vu ce qu'on lui pose comme question parce qu'elle ne lui a pas appris. Et comme on s'appuie sur des IA génératives dont on ne maîtrise pas la méthode d'apprentissage et la donnée d'apprentissage, on se retrouve avec des trucs clés en main qui sont représentatifs d'un mode d'apprentissage mais qui ne peut ne pas correspondre du tout à notre métier. Alors, il y a des moyens de compléter ça. C'est ce qu'on appelle par exemple faire des RAG, des Retrieval Augmented Generation, c'est ça, RAG. Ça permet donc simplement de pouvoir avoir une base, ce qu'on appelle une knowledge base, c'est-à-dire des documents supplémentaires que vos équipes de développement pourraient mettre en place pour pouvoir ensuite, en plus de la donnée d'origine, alimenter le modèle de l'IA générative avec une base de connaissances supplémentaires dans laquelle elle peut piocher pour aller chercher des informations spécifiques. Donc, par exemple, nos amis avocats, l'idéalement, ce serait d'avoir une base comme ça de documents type issus de leur métier, avec leurs contraintes à eux, avec tout un langage qui leur est propre, des références qui leur sont propres, pour pouvoir forcer. On donnait l'exemple tout à l'heure de questions-réponses déjà toutes préfaites. Si demain vous utilisez une IA générative pour faire un chatbot et que vous avez des questions que vos clients posent sans arrêt, que vous voulez des réponses déjà prévues à l'avance, vous pouvez très bien donner cette knowledge base à l'avance et faire que l'IA va piocher dedans, ce qui va fortement l'orienter vers des schémas de réponse qui sont déjà formalisés et déjà un peu plus complets. Il n'en est pas moins qu'une IA générative, c'est comme si vous aviez quelqu'un dans votre équipe avec qui vous bossez, qui fait beaucoup de volume de travail, mais vous savez que cette personne n'est pas toujours très fiable. Donc, il faut toujours passer derrière pour vérifier.
Et d'ailleurs, ça fait partie des méthodes aussi de renforcement et d'amélioration des IA et des IA génératives. C'est ce qu'on appelle refaire une boucle de feedback humain. Il y a beaucoup d'IA génératives. Avant de les lancer en prod, il faut forcément les tester avec des gens qui sont sur le métier, qui vont être les utilisateurs, utilisatrices, les plus représentatifs, les mettre à l'épreuve pour vérifier si, dans leurs expériences, ils sont satisfaits. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on teste une IA, hein, c'est de vérifier si elle arrive à nous convaincre que c'est un humain, que la communication est fluide, qu'il n'y a pas de trucs aberrants, qu'il n'y a pas de trucs qui n'ont pas de sens qui sortent, ce qui est déjà un premier niveau de validation. C'est peut-être pas suffisant, parce qu'après il y a peut-être le niveau de précision qui doit rentrer en compte et qui doit peut-être être, affronter la réalité des vrais use cases et des vrais gens. Et donc il y a toujours un travail d'affinement derrière tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut contrôler tous ces aspects-là. On a plein d'endroits, mais on peut pas juste le déployer, attendre et puis voir le résultat. Sinon le risque évidemment va être d'avoir un outil qui n'est pas du tout contrôlé, qui n'amène pas du tout le résultat prévu, et surtout qui a des effets négatifs pour les gens qui l'utilisent. Le premier, je dirais, le pire pour l'entreprise, et pas tellement pour ses utilisateurs, c'est le manque de crédibilité. Parce que si vous mettez un chatbot qui dit n'importe quoi, juste vos clients vont gueuler, vont se plaindre, vont dire, en fait, c'est pas du tout, ça fonctionne pas, remettez-nous des humains, ce qui est possible. Et ça, c'est pour l'entreprise. Et le pire pour les utilisateurs, c'est que les utilisateurs se retrouvent avec des informations erronées qui peuvent être dangereuses, qui les orientent vers des choses qui sont fausses, ou qui leur donnent, je sais pas, par exemple, des délais pour pouvoir faire des choses qui sont pas du tout adaptées, des informations qui pourraient les amener dans des situations à faire des choix qui vont remettre en cause la réalité de ce qu'ils vivent. Les IA génératives, c'est pas juste génère une histoire pour mes enfants, c'est pas juste fait une photo sympa pour illustrer LinkedIn. Il y a des gens qui veulent l'utiliser aussi pour préparer leur projet immobilier. Il y en a qui préparent leurs vacances avec ça. Il y en a qui se renseignent sur leurs états de santé, etc. Attention, il y a des limites à ces outils-là. Il faut bien comprendre que ces outils-là ne remplacent pas les vraies personnes et du conseil, quoi. Tu ne remplaces pas la connaissance, parce que puis ça, c'est une erreur que j'ai vue, puis même dans le niveau universitaire, puis j'étais étonné quand j'ai eu des discussions avec plusieurs universitaires, la perception que le AI, ChatGPT notamment, soit d'équivalent à un outil de recherche comme Google, c'est-à-dire qu'il pose la question à ChatGPT en espérant obtenir une réponse complète, formulée comme un humain, ça, ce qui est bien. Cependant, si les données d'entraînement ne permettent pas à ChatGPT d'arriver à la bonne réponse, la réponse qui va être fournie va être erronée. Et faut le comprendre comme étant une espèce de mémoire immense et non comme une grande base de données comme Google et qui est indexée avec du contenu, des choses comme ça qui permettent. Fait que le fonctionnement des deux est pas le même, puis la perception des gens est pas la même chose. État médical, WebMD, par exemple, où j'imagine qu'il y a des équivalents en France de ces bases de données-là dans lesquelles on peut chercher sur la base qui est factuelle et qui n'est pas créée sur d'autres choses. Là, à savoir, est-ce qu'il va y avoir un AI par-dessus une année? Probablement. Mais le réel, un AI généraliste n'est pas fait pour traiter des cas spécifiques, notamment en médecine, notamment en droit, notamment dans d'autres domaines où c'est pas convaincant les résultats qui sortent et c'est assez comique ce qui peut sortir. Et tu parlais de chaleur tantôt parce que je l'utilise quand même assez abondamment. Et sur la même question, je peux avoir des réponses qui des fois sont proches mais pas exactes ou littéralement complètement farfelues ou des fois directement sur le bonne chose avec le même genre de questions que je vais poser. Juste les mots que j'utilise vont amener une réponse différente et de façon, de façon énorme, là, pas juste genre c'est juste un peu en marge, mais des fois très très loin de ce qui est attendu. Et sur le même texte, sauf à quelques mots de différence, il va complètement partir sur une autre planète. Et donc c'est là qu'on voit le nuage de mots. J'aime bien cette façon visuelle de le représenter. A été changé parce que les mots que j'ai donnés donne un résultat et une distance qui est complètement haute, là. Oui, ça se voit quand on fait des tests techniques chez les clients, quand on joue avec les valeurs, le top K, top P et temperature, où on voit qu'effectivement on a soit des écarts très très larges, soit c'est très systématique. Et selon le use case, évidemment, c'est assez surprenant. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des choses de la responsabilité dans l'IA. Il faut être capable d'expliquer, ce qu'on appelle l'explainability. Être capable d'expliquer la logique qui amène que telle question amène telle réponse. Donc ça fait partie aussi des responsabilités de quelqu'un qui utilise une IA générative. Cette personne doit être en capacité de rendre des comptes à d'autres, des auditeurs externes, des clients, des partenaires, ou pourquoi pas, dans le cas le plus grave, un juge, pour expliquer pourquoi l'IA générative aurait généré tel ou tel résultat.
Et à partir du moment où vous utilisez l'IA générative, vous êtes responsable de ce que l'IA générative génère en votre nom. Et ça, c'est aussi une question que les clients ne comprennent pas forcément. C'est-à-dire qu'ils doivent être capables non pas de la mettre en place, de dire c'est bien, c'est pas bien, mais de dire mais pour comment elle a fait pour vous donner ce résultat-là? Qu'est-ce qui fait que quand je tape telle question sur tel domaine, elle me répond? Qu'est-ce qui fait que quand j'ai un domaine qui devrait même pas être répondu parce que c'est un domaine interdit, illégal, elle me répond quand même? Donc on a des garde-fous, on peut mettre en place des limitations sur des IA génératives où on peut leur dire certaines terminologies sont interdites, certains mots, certains vocabulaires. Il y a plein de clients qui ne le mettent pas en place et donc ça donne des résultats qui peuvent être évidemment très dangereux, très dérangeants, soit à des publics non appropriés, soit on peut obtenir des informations qui n'ont rien à faire en public, qui normalement devraient être dures à trouver, mais comme elle l'a appris sur une masse de données qu'on ne maîtrise pas, eh bien, il y a des choses qu'elle sait qu'elle n'est pas censée dire. On a la question de la transparence, puisqu'il faut pouvoir comprendre comment l'outil fonctionne. À partir du moment où je comprends comment l'outil fonctionne, ça veut dire que je comprends comment je peux aussi l'altérer. C'est-à-dire que je comprends comment moi je peux peut-être l'améliorer, à quelle brique à quelle fonction, quel est mon degré d'altération. Alors c'est des choses qu'on fait beaucoup nous en formation pour le coup, puisque dans la formation justement on regarde étape par étape et on assiste sur l'importance de la donnée d'origine, puis ensuite choisir le bon algorithme, ensuite choisir le bon use case pour un bon algorithme, ensuite comment améliorer avec le prompt engineering, comment filtrer le résultat d'un prompt, comment cadrer que l'algorithme et le prompt puissent avoir un cadre commun avec ce qu'on appelle des guardrails par exemple chez Amazon qui permettent d'interdire certaines choses. Oui, il y a plein de degrés, il y a plein d'endroits où on peut intervenir pour tourner des vis, tourner des boutons, améliorer, rendre le truc un peu plus rigide, un peu plus cohérent. Mais pour le coup, il faut qu'on comprenne nous-mêmes comment ça marche, il faut qu'on comprenne le rôle de chaque partie, il faut qu'on comprenne nos responsabilités dans chacune d'entre elles. Il faut qu'on comprenne ensuite comment on doit garder une visibilité, une compréhension de ça en continu. Et c'est pas évident du tout. Et il y a beaucoup de ces clients là aussi qui se rendent pas compte qu'en fait, on peut pas avoir juste une IA générative et l'utiliser. Il faut comprendre aussi obligatoirement comment elle fonctionne et être capable de le justifier sans, bien sûr, évidemment, révéler trop de secrets de fabrication pour ne pas révéler comment, si vous avez investi dans ces outils-là, que vous les avez améliorés, vous avez amené plein de trucs personnalisés qui sont de très bonne qualité, le but n'est pas non plus de pouvoir tout rendre visible à tout le monde, avec la contrainte que quelqu'un pourrait vous voler votre modèle, ou même comprendre comment ça fonctionne pour essayer d'interagir négativement avec. Ça, c'est l'autre partie c'est l'autre enjeu de la transparence. Quand on veut rendre le concept d'une IA générative utilisable transparente, il faut voir quel est le degré de ce qu'on laisse avoir. Tout à fait. Puis encore là, il y a des éléments très importants qui sont mal maîtrisés ou mal connus. Là, on parle d'un IA, d'un modèle, qui est une espèce que le cœur, qui est les poids qui sont établis. Dans le fond, le réseau neuronal qui est entraîné, ça, c'est une chose. C'est quand on utilise des services publics, puis c'est souvent ça le problème, c'est que la plupart des gens, leur contact qu'ils ont avec l'intelligence générative, l'IA générative, c'est avec ChatGPT, Copilot ou Claude, et ainsi de suite. Ces contacts-là leur donnent l'impression d'une certaine forme de magie. Je parlais d'anthropomorphisme, c'est un des cas d'exemple. Et ces modèles-là sont contrôlés par des compagnies. Puis c'est ça aussi, il faut comprendre que c'est des modèles comme n'importe quel service infonuagique qu'on consomme. L'opérateur de ça a une responsabilité, puis c'est pour ça qu'ils mettent des balises notamment. Il faut comprendre aussi qu'on contrôle pas tout le paramétrage entrant, puis ça, on le voit pas, on le voit zéro. Sur le fait, les balises qui sont mises, il y a comme un pré-prompt qui est défini par l'opérateur qu'on utilise. Donc, pour ceux qui ont essayé de tester un peu de comment faire des choses illégales à partir d'un modèle public, mais ils vont se faire bloquer parce que dans le pré-prompt, c'est stipulé que ce genre d'activité-là n'est pas toléré. Donc, ils viennent baliser. Mais en même temps, puis c'est démontré à maintes reprises, puis ça démontre aussi l'inefficacité de ces éléments-là. Dans certaines capacités de prompt engineering, sont capables de contourner ces éléments-là. Donc, c'est à démontrer à quel point c'est pas fiable. Des modèles plus restreints, j'en ai vu dans certains cas d'utilisation. Disons, dans des musées, par exemple, je pense que c'est une compagnie française qui déploie ce genre de choses-là, notamment dans les musées ou dans d'autres activités comme ça, qui permet justement de poser des questions sur un élément très précis, donc comme tu mentionnes, un RAG, qui est importé, puis dans des tests qui ont été effectués dessus, le test de vérifier s'il va répondre à des questions en dehors de son périmètre. Puis moindrement tu essaies de sortir du périmètre, il va dire non. C'est pas mon périmètre, je te réponds pas. Va ailleurs. C'est ce genre de réponse-là. Moi, je réponds juste sur des œuvres d'art. C'est tout. Et les œuvres d'art qui sont dans mon musée.
pas des autres, c'est juste celle-là. Donc, on est capable de le baliser, donc de contrôler un peu l'effet. Quand on commence à ramener en entreprise, il faut pas penser que le modèle généraliste, on va le ramener en entreprise. Le modèle qu'on va descendre en entreprise, il est nécessairement spécialisé. Puis l'autre facette à ça, la responsabilité, ça je l'aime bien. Puis on a un cas, une jurisprudence au Canada. Air Canada a été reconnu coupable ou responsable de ce que le chatbot qui était basé sur du AI génératif a répondu comme réponse qui était inexacte pour, je crois, un rabais de 200$ sur un billet d'avion. Somme toute, le coût juridique de la manœuvre a été plus élevé que le 200$ à juste faire un write-off puis fermer les livres puis pas en parler publiquement. Mais finalement, bref, ils ont fait ça et ont créé une jurisprudence en même temps sur cet élément-là. Donc, on est quand même dans une capacité, puis il faut le voir, puis il faut le maîtriser, puis c'est de mettre dans les mains, puis encore là, les gens qui comprennent pas les billets, comprennent pas le fonctionnement, comprennent pas l'entraînement, comprennent pas tous ces éléments de responsabilité ou de responsible, en tout cas, bref, AI qui va sur le fait que ce genre de choses-là. Puis ensuite, il y a tout le volet énergétique aussi qu'on va juste effleurer, mais qui est d'une consommation assez folle d'énergie pour arriver à ce genre de choses-là. On avait Sam Altman de OpenAI qui se plaignait que les gens étaient polis dans leurs questions et la politesse dans les questions coûtait des millions à OpenAI par jour parce que c'est des tokens qui doivent être traités, donc c'est du processing qui doit être fait. Donc, en ce sens-là. C'est super révélateur ce que tu viens de dire, en fait. Et ça revient à l'essentiel. C'est-à-dire que pour un public un peu averti, un public un peu technique, on sait que c'est juste une application statistique. On fait un input, on veut un output, voilà. Pour le grand public, ça nous est vendu comme une espèce de miracle de robotique, d'intelligence artificielle avec, je dirais, les grands A et le grand I de la science-fiction, où on a l'impression qu'effectivement, on a quelque chose qui ressemble à un humain, donc il faut de la politesse. Et on voit qu'en fait, on a une espèce de rapport d'anthropomorphie à l'outil. On pense qu'il faut être poli avec lui parce que il nous parle comme un humain. C'est pas un humain, c'est une foutue machine pour rester poli. C'est juste une application à qui on fait des inputs, des entrées et elle nous fait une sortie. Elle n'a aucun affect, aucun sentiment. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de clients qui ont du mal en fait à envisager le use case d'usage de l'IA et le rôle de l'IA dans ce use case. C'est-à-dire qu'ils se disent moi j'ai besoin d'un outil qui génère ça pour faire ça pour mes clients, mais ils ont du mal à restreindre quel va être le rôle de cette IA générative et tout ce qui restera à coder autour. Donc ils ont tendance à déborder, à espérer que l'IA générative c'est un nouvel employé comme un robot à qui on peut donner plein de tâches comme dans Star Wars, c'est génial, on peut le reprogrammer, il devient gentil. Et il nous aide contre les Stormtroopers, mais on n'y est pas du tout, on en est très 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 loin. Aujourd'hui, nos IA ont la bonne imitation de l'activité humaine de dialoguer, mais il y a zéro émotion, empathie, intelligence derrière. Et donc une IA générative, elle doit avoir un rôle précis, générer des résumés de texte. C'est tout. En fait, c'est juste un outil d'extraction de données ou de génération de données. Et c'est pas un outil avec qui on a justement cette relation. Donc là aussi, ça fait partie. Là, on pourrait revenir dans un sujet. Quelles sont les bonnes raisons d'utiliser l'IA générative? Déjà, c'est d'avoir des bons use cases dans lesquels on l'utilise. Et je vais donner 2 exemples. On en avait parlé en préparation. Je donnais 2 exemples. Quand je donne des formations AWS et qu'on parle de l'IA générative chez les clients, on dit il y a des domaines où c'est même interdit. Il y a des domaines dans lesquels on dit non, vous n'utilisez pas d'IA générative. Pour ça, c'est le médical et le légal. Alors, si vous dites, mais ça veut dire que les avocats et les médecins l'utilisent jamais. Alors, si, ils peuvent l'utiliser s'ils veulent synthétiser un document de 50 pages pour avoir un résumé. C'est tout à fait possible. Traduire un document si le vocabulaire existe dans l'IA générative ou en l'améliorant, c'est tout à fait possible. Par contre, si vous me dites demain, je dois aller voir un juge, j'ai des gros ennuis, je veux pas prendre d'avocat, je vais prendre une IA générative, c'est complètement absurde. Il faut surtout jamais faire ça parce qu'on voit bien les limites, en fait. On voit que ça peut m'assister dans le traitement d'un texte sans intelligence parce que de la synthèse, c'est ça. Et il y a des IA qui sont très doués à ça. Que demander à comprendre la complexité d'un use case et d'une défense, le contexte est trop compliqué pour n'importe quelle IA générative. Il n'y a aucune IA générative qui est conseillée pour ça, qu'il y a trop d'éléments. Déjà, des médecins ou des avocats, entre eux, ont du mal déjà à avoir un seul verdict ou un diagnostic unique pour un use case.
Mais c'est la même chose ici pour l'IA, qui est encore moins intelligente que ces gens qui sont... L'être humain est capable de comprendre des contextes. Et des fois, pour un médecin, il faut des mois et des mois d'analyse, de lecture d'analyse, de recul pour comprendre quels sont tous les éléments. Si vous avez eu Dr House, par exemple, alors c'est un peu abusif, mais c'est un très bon exemple où ce qu'il y a dans l'intrigue de Dr House, c'est à chaque fois qu'il y a un contexte spécial auquel il faut penser à chaque détail. Et une IA générative ne saura jamais faire ça. Pas aujourd'hui, pas dans les générations qu'on a là. Donc, il faut que le client se rende compte de qu'est-ce qu'il veut en faire, qu'est-ce qu'il peut en espérer, et de façon réaliste, qu'est-ce qu'il va obtenir, qui est souvent bien plus loin de la réalité. Tu parlais aussi des biais. On assiste lourdement sur la donnée, évidemment la donnée d'origine. Alors, sur une IA générative, un moteur qui est utilisé par, comme ChatGPT, vous ne maîtrisez pas la donnée d'apprentissage. Mais si demain, vous faites vos propres IA à vous, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont confrontés à ça, qui tireront leur propre IA, ben, ça veut dire que vous êtes responsable aussi de la donnée d'origine. Cette donnée d'origine, est-ce qu'elle est suffisamment représentative de la réalité? Et attention, le premier biais, il vient de l'humain, qui peut juger lui-même que sa propre expérience est suffisamment représentative. Bah, je suis désolé, mais moi, en tant que homme blanc cis, mon expérience n'est absolument pas représentative du reste de la planète, parce qu'il y a plein d'autres gens qui ne sont pas des hommes, qui ne sont pas blancs, qui n'ont pas 47 ans, qui ne sont pas cis. Et donc, tous ces gens-là, ils ont des expériences totalement différentes de la mienne. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est essayer de prendre leur expérience. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, dans les biais potentiels, il y aura déjà le biais qu'on a nous-mêmes de la perception du monde et qu'on va amener dans l'IA, que ce soit la donnée qu'on va donner à manger, que ce soit la façon dont on va filtrer l'algorithme aussi. On peut faire des choix de filtrage dans ce qu'on va lire dans les données, dans l'ordonnancement de la donnée, dans la façon de la labelliser, qui va faire qu'on va extraire des gens, qu'on va extraire des populations, des représentations de communautés, parce qu'on ne se rend pas compte qu'elles existent, on ne se rend pas compte de leur représentation, parce que dans notre expérience, on n'a pas cette perception-là. Donc on est les premiers à biaiser. Ici, l'IA n'est pas biaisée, c'est nous-mêmes qui sommes biaisés dans la façon dont on fait rentrer la donnée dans l'IA, dont on la fait apprendre. Et l'IA, je redis une fois de plus, ne sera pas plus intelligente que l'on ne l'est. Et si on n'a pas été intelligent nous-mêmes dans la diversité de ce qu'on donne à notre IA, elle ne sera pas diverse. Avec les risques, on l'a dit tout à l'heure, que là, on peut avoir des IA qui sont utilisées dans des domaines, des fois, qui peuvent être risqués, dangereux, et donc faire des recommandations non adaptées à des personnes parce que, tiens, une personne racisée serait moins représentée. Donc, tiens, par exemple, l'IA dira, cette personne-là, on peut pas lui donner de crédit immobilier ou de crédit à la consommation. Pourquoi? Sans justification, juste parce qu'en fait, dans son modèle de représentation, elle aura classifié que les gens racisés sont moins fiables. Basé sur quoi? Sur rien, sur la donnée qu'on lui a appris. Absolument pas sur une vérité absolue incontestable, mais simplement sur une donnée qui n'est que le reflet de ce que nous avons vécu, de ce qu'on lui a donné à manger. Absolument. Puis de toute façon, l'exemple le plus connu et documenté, c'est la reconnaissance faciale qui a été largement, justement, où on dévoyait le biais des concepteurs dans ce cas-ci, où la reconnaissance faciale est très bonne pour reconnaître les personnes de race blanche et les moins pour les autres, parce que les données d'entraînement est exclusivement des faces de personnes caucasiennes. Donc, dès lors, on a déjà un biais très important dans ce contexte-là. Il y a d'autres biais aussi qui s'insèrent puis que les gens ne maîtrisent pas nécessairement. Il y avait, je pense que c'est dans des images, dans l'imagerie médicale ou dans des éléments comme ça, ils ont testé pour se rendre compte en cours de chemin. Puis on parle pas d'IA générative, là, on parle vraiment d'un IA plus conventionnel. Le plat AI qu'on faisait comme avant avec les réseaux neuronaux, puis ce qui était sans ce genre de choses-là. Que dans l'imagerie médicale, par exemple, ce que le AI était bon à détecter, c'était pas le diagnostic, c'était la machine sur laquelle les données étaient traitées. Donc, sur quoi il va accrocher est parfois imprévisible dans l'entraînement. Donc, c'est très important d'avoir un entraînement efficace et d'être capable de nous amener à la bonne place. Puis ça, les grands modèles, on sait qu'ils sont bons pour le volet généraliste dans lequel ils font, parce que c'est ça leur mission. Quand on commence nous-mêmes à toucher à ce genre de choses-là, les erreurs potentielles sont énormes, surtout si on n'a aucune compétence et aucune connaissance dans ce domaine-là. Et là, il y a un risque de soit on fait du fan-tuning par-dessus un modèle existant, ou on fait littéralement notre modèle au complet, mais de tomber dans des pièges comme ça qui ne vont
dans le cas de l'imagerie médicale, vont détecter que la machinerie utilisée et non le vrai diagnostic. Faut s'assurer que les données d'entrée sont bonnes, que sont représentatives, qui sont si on prend cet exemple-là, qui ont été des différents diagnostics sur différentes machines, que c'est pas juste la machine A qui fait les diagnostics négatifs et la machine B qui fait les diagnostics positifs. Alors, c'est ce que détecter sa machine et non le diagnostic. Fait que c'est d'arriver à ce type d'entraînement-là aussi, faut être très, très prudent. Encore là, les grands modèles le font. Mais encore là, ça dépend. Puis même les tentatives de débiaiser des algorithmes, Google s'est essayé à un moment donné de débiaiser des algorithmes. Et l'effet, le backlash public qu'il y a eu face à ça était quand même énorme. Vous allez faire des histoires je pense l'exemple qui avait été publiquement sorti, genre, il voulait une image par rapport à l'Allemagne nazie. Puis on se retrouvait avec des représentations qui étaient historiquement non factuelles et dans aucun cas. Donc, d'être capable dans ce cas-ci, de retirer les biais, parce que c'est ça, un peu ça l'objectif. Disons, du fait qu'on me rajoutait une égalité homme-femme, égalité raciale, égalité de ce genre de choses-là, et pas compris par le AI. Lui, il est juste, comme ça l'on revient ne comprend pas le contexte. Il est pas capable de comprendre que dans un contexte, on veut une image historiquement représentative, donc avec les éléments de l'époque qui sont là, qui sont généralement maintenant considérés comme étant biaisés, parce qu'on n'est plus dans cet univers-là. Mais si on veut quelque chose de plus moderne, mais effectivement, il faut avoir un ratio homme-femme dans une chose, ou mettre une femme comme chef d'entreprise, ce qui est plus difficile à obtenir dans les imaginations d'images, par exemple, parce que les biais des données entraînées qui sont historiques représentent ce genre de choses-là. Puis donc, de rechanger ce biais-là, c'est pas facile. Google s'est brûlé un peu. Je sais pas s'ils se sont améliorés depuis, mais c'est pas super concluant, cette façon-là d'essayer de mettre ses grosses mains sales dans le modèle. Ça donne pas les résultats espérés, en tout cas, en l'occurrence. Et pour le coup, il y a un double biais. Tu as le biais de la donnée que tu présentes, comme tu l'as dit, qui peut être issue d'une machine, qui a des informations précises, et une autre qui aurait des choses différentes. D'ailleurs, ça, on le vérifie souvent quand on fait des datasets de test. On a une donnée d'apprentissage et on a un dataset de test. Souvent, l'erreur que font les clients, c'est d'avoir un seul dataset de test, et on doit en avoir au moins 3 qui sont diversifiés pour pouvoir se filtrer. Je peux faire une donnée d'apprentissage, générer un algorithme et passer un dataset de test et être satisfait du résultat, le faire avec un deuxième et être satisfait, le faire avec un troisième et ne pas du tout être satisfait. Ça va me mettre en lumière justement le fait qu'il y a il y a quelque chose à modifier pour avoir une amélioration. Et il y a le biais sociologique, on va dire préexistant à la donnée. En médecine, aujourd'hui, eh bien, les femmes sont sous-représentées dans les études médicales. C'est tout, c'est systématique, c'est dû au biais de sexistes et machistes qui existent partout, y compris depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles, dans toute la documentation scientifique. Donc aujourd'hui, c'est même si on voulait faire mieux, c'est compliqué sans devoir faire un effort supplémentaire et d'aller chercher. C'est-à-dire que même en donnant la bonne donnée, on aura de toute façon, par les perspectives posées à l'origine, déjà des biais qui nous précèdent. Donc ça veut dire qu'il y a une double vigilance à apporter sur est-ce qu'on se pose les bonnes questions et est-ce qu'on alimente avec les bons exemples. Et j'ajouterai ici peut-être pour clôturer sur cette partie-là que il y a ensuite à toucher à quelque chose d'humain, c'est-à-dire que reconnaître en soi qu'on est biaisé sur la perception qu'on a du monde et des autres, s'apercevoir qu'on a un peu de racisme en nous, qu'on n'avait pas vu venir parce qu'en fait il est là, ça fait 30 ans qu'on l'a, qu'on vit avec et on s'était pas aperçu qu'on avait justement potentiellement ces biais-là, ça fait jamais plaisir. Et donc là, on touche à des choses humaines et dans une entreprise, des fois, il peut y avoir beaucoup de mal à reconnaître que l'entreprise a elle-même, que ce soit les personnes ou que ce soit même l'entreprise, une culture qui peut être biaisée, qui peut être mal orientée. Alors, soit des fois en toute connaissance de cause, et puis l'entreprise n'a pas du tout envie de se remettre en cause parce qu'elle a des valeurs très discutables, pas plus, soit parce qu'elle est mal à l'aise avec, qu'elle ne sait pas comment faire, parce que c'est des choses difficiles à accepter. Et là, on n'est pas dans le professionnel, on est dans l'humain, et donc cet aspect-là doit être pris en compte. Et quand on fait de l'IA, à partir du moment, ça va être le conseil qu'on pourrait donner ici, à partir du moment où vous envisagez chez vous de faire de l'IA, d'une façon ou d'une autre, un petit peu, peut-être beaucoup par après, il y a obligation de ne pas voir ça comme une technologie exclusivement technique, mais de voir ça comme une nouveauté fonctionnelle dans l'entreprise, porteuse d'opportunités, mais aussi de valeur. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des comités d'IA. Et pas juste qui épluche toutes les solutions techniques pour regarder laquelle est la meilleure techniquement, mais qui dit, alors, comment on réfléchit bien à ça? Comment on se pose les bonnes questions?
comment on évite les erreurs, comment on est responsable, comment on rend des comptes aux autres. Et ensuite, comme dans toute nouveauté, au début c'est un peu compliqué, on a peur. Après on teste, on apprend, on réitère, ce qui fait que les expériences qu'on a après sur les autres IA, les autres implémentations, seront déjà plus cadrées. On se sera posé les bonnes questions tout de suite et on va être en capacité justement d'avoir un bon outil qui est fiable, qui nous donne des bons résultats, qui est satisfaisant en interne comme pour les gens à l'extérieur et dont on est relativement confiant aussi du bon usage, de bien faire les choses. C'est comme n'importe quel outil, on peut pas juste prendre un outil et en extraire que le bénéfice. Il y a des côtés négatifs, il y a des côtés de contrôle à apporter. On est obligé, on vient de lister une partie des choses à faire. Donc à partir du moment où on a des gens qui réfléchissent, ça veut dire qu'on aura aussi une culture d'entreprise dans laquelle on est capable de réfléchir à ces notions-là systématiquement, à l'approche, à l'accueil de n'importe quel projet d'IA. On dira, OK, cette partie-là, on sait déjà faire, on sait déjà cadrer. C'est comme quand on rentre dans n'importe quel nouveau domaine, à un moment donné, il faut tâtonner, il faut poser les bases. C'est quoi les bases pour tout projet de ce type-là? OK, une fois qu'on a le plan, un peu comme un framework qui va se poser, on va le poser systématiquement pour chaque projet. Donc moi, j'invite tous les clients qui s'intéressent à l'IA, qui voudraient en faire, que ce soit dans leur métier ou l'intégrer dans leurs outils, de soulever l'idée d'avoir un comité d'IA qui va être un comité technique, professionnel, mais aussi éthique, qui va se poser toutes ces questions-là, et c'est nécessaire. Et j'ai envie de dire, ce comité, de toute façon, va devoir exister. Par exemple, si vous faites de l'IA dans le cloud, ça fait partie du rôle du cloud. C'est le cloud, ce qu'on appelle le Cloud Center of Excellence. On avait parlé dans d'autres modules. Donc, le Cloud Center of Excellence, pour ceux qui connaissent pas, c'est monter une équipe d'élite cloud pour pouvoir gérer, parce que le cloud, c'est pas juste un petit produit, ça change beaucoup de choses. Et donc, il y a plein de sujets sur lesquels on doit se poser pas mal de questions. Même chose. C'est bien d'avoir une équipe de gouvernance qui a cette idée-là et qui va adresser déjà des besoins. Parce que la donnée d'origine de votre IA, elle vient d'où? De votre cloud. Et donc, cette donnée, elle existe déjà, elle est déjà cadrée, elle est cartographiée, elle est labellisée, elle est peut-être déjà débiaisée, elle est peut-être déjà nettoyée. Et donc, vous avez peut-être déjà, en fait, des bases qui sont faites. Et une IA, c'est pas comme une verrue qui s'impose comme ça, qui est dégueulasse. C'est un truc qu'il faudrait intégrer au reste. Et donc, j'ai besoin aussi d'une stratégie. Donc, ça fait partie de la gouvernance de l'intégration d'une IA dans les autres outils. On a parlé tout à l'heure de la périphérie de l'IA. C'est-à-dire que mon IA générative, elle fait ça, OK? C'est-à-dire qu'elle ne sert pas à autre chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je mets tout autour? Comment je l'intègre? Comment je greffe ce module pour qu'il rentre bien avec les autres et que je puisse avoir une compréhension des traces de l'ensemble de tous ces éléments-là. Et je suis rassuré sur le fait que c'est sécurisé, c'est contrôlé, c'est fiable, c'est robuste. Je rentre dans les clous et je suis capable, le cas échéant, de rentrer les mains dedans pour aller modifier, détailler ce qui me convient pas ou ne serait-ce pour comprendre et peut-être ensuite faire une version plus améliorée de peut-être passer d'un produit déjà tout préfet à un produit fait que vous allez faire vous-même pour avoir une meilleure expérience. Oui, puis la dernière patte à ça, c'est plus sécurité. Un peu plus, au sens où il y a tout le côté d'empoisonnement des données et l'usage par des parties adverses pour empoisonner volontairement. On le voit dans les grands modèles avec, en l'occurrence, la Russie qui empoisonne ces modèles-là de plus en plus en injectant de par la connaissance de où ces modèles-là s'entraînent, des données qui sont fausses dans le grand modèle qui est comme ça. Ou dans des plus petits modèles, on l'a vu quand Microsoft s'est essayé avec son chatbot sur X, pas X, mais Twitter il y a longtemps, en 24 heures, son chatbot est devenu un nazi et misogyne et ainsi de suite. Donc, de capacité de contrôler les données à l'entrée, donc des filtrés, d'éviter l'empoisonnement, soit par accident, soit par amusement, si on prend dans le cas de Twitter, ou dans le cas de ce qui est dans un cas adverse, parce que on est de plus en plus dans un contexte où les tensions géopolitiques nous amènent avec des parties adverses diversifiées, avec des capacités techniques et technologiques diverses qui nous amènent ça, et sachant que maintenant, c'est sur cette base-là que beaucoup de choses s'orientent, donc ils vont diriger des influences vers ça, donc s'assurer que les données que vous utilisez soient dans vos systèmes n'ont pas été polluées par ça, ou que les grands modèles aussi ont utilisé des méthodes ou des stratégies pour éviter la pollution par des parties adverses qui auraient des intérêts à tranquillement changer le discours qui est sorti de ces systèmes-là pour influencer face à des objectifs qui sont les leurs. Bon, je pense qu'on a de quoi lancer un deuxième sujet sur la sécurité. Je crois que ça va être programmé rapidement. Complètement.
Donc, sur ça, on va compléter. Merci énormément pour cette nouvelle collaboration. Toujours plaisant de discuter et d'échanger sur ces sujets-là. Et on a ouvert un peu la boîte de Pandore de l'intelligence artificielle avec tous les éléments et qui vont, comme tu viens de le mentionner, mener à d'autres épisodes plus spécifiques sur on le va sujet. revenir bientôt. Je te remercie aussi. Merci.